Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Ma riche femme m'a jeté hors d'un véhicule en marche après avoir cru les mensonges de sa fille. 3 semaines plus tard, elle m'a demandé si j'avais réfléchi. Au lieu de cela, je lui ai remis les papiers du divorce. Sa fille a pété les plombs. Je m'appelle Adrian Cross, et laissez-moi vous dire quelque chose d'entrée de jeu, j'étais le genre de gars qui croyait aux fins heureuses. Ouais, je sais, marrez-vous. J'étais là, à 38 ans, pensant avoir découvert la recette secrète du mariage. En fin de compte, la seule chose que j'avais découverte, c'était comment être un parfait pigeon. Pendant 6 ans, j'ai cru que Miranda et moi avions quelque chose de vrai. Quelque chose qui pouvait surmonter n'importe quelle tempête, survivre à n'importe quelle crise, et durer plus longtemps que tous ces mariages de télé-réalité qui s'effondrent plus vite qu'un accident de NASCAR. Nous n'étions pas ces gens-là, me disais-je. Nous étions différents. Nous étions solides. Nous étions nous étions complètement foutus, mais je ne le savais pas encore. Imaginez la scène. C'est un mardi soir d'octobre, et je suis assis à l'arrière du ridicule SUV de luxe de Miranda. Un Escalade noir rutilant qui a coûté plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Les sièges en cuir sentent l'argent et le parfum hors de prix de Miranda. Ce truc de chez Chanel qu'elle commande à Paris parce qu'apparemment, la version américaine n'est pas assez bonne pour ses sensibilités délicates. Le véhicule tout entier hurle, regardez-moi. Je suis importante. Ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mais bon, l'amour rend aveugle, sourd, et apparemment plus bête qu'une valise sans poignée. Nous revenons d'un dîner dans un restaurant prétentieux du centre-ville, où ils servent des portions si petites qu'il faut une loupe pour les trouver dans l'assiette. Et où le serveur parle de la vision du chef comme s'il était le prochain Picasso au lieu d'un gars qui facture $40 pour 3 crevettes et une garniture. Mais Miranda adore ce milieu. Elle adore être vue dans ces endroits. Elle adore la façon dont les autres dîneurs la reconnaissent et chuchotent sur sa réussite. Et moi? Je la suivais, tout simplement, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, n'est-ce pas? On soutient ses rêves, même quand ces rêves impliquent de payer au restaurant des prix qui pourraient financer le budget de la défense d'un petit pays. C'est à ce moment-là que sa fille a décidé de lâcher sa petite bombe. Léla, la douce et innocente Léla de 20 ans, qui avait à peu près autant de douceur en elle qu'un serpent à sonnette avec la gueule de bois. Cette gamine m'avait dans le collimateur depuis le premier jour. Elle me traitait comme une sorte de cambrioleur qui se serait égaré dans leur petit paradis parfait de mère-fille et qui refuserait de partir. Peu importe que Miranda et moi nous soyons rencontrés 2 ans après son divorce. Peu importe que je me sois plié en 4 pour essayer de construire une relation avec cette princesse pourri gâtée. Peu importe que j'ai payé la moitié de ses frais de scolarité à l'université sans même recevoir une carte de remerciement. Dans le monde de Léla, j'étais le méchant, et elle attendait juste le moment parfait pour m'effacer de l'histoire. Nous y voilà donc, roulant à travers la ville dans notre symbole de statut social mobile, quand notre petit rayon de soleil se penche en avant depuis son siège. Je peux encore sentir son parfum. Une saleté à la mode qui coûtait probablement plus cher l'once que l'or, mélangée à l'odeur persistante de n'importe quel cocktail hors de prix qu'elle avait siroté au dîner. Sa voix, lorsqu'elle a pris la parole, avait ce ton particulier que tout homme apprend à redouter. Doux en surface, empoisonné en dessous. Maman, dit-elle, et je jure que je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Il faut qu'on parle d'Adrian. Miranda m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, et j'aurais dû voir quelque chose dans ses yeux à ce moment-là. Une lueur de doute, une fissure dans les fondations que je croyais que nous avions construites ensemble. Mais j'étais trop occupé à être agacé par les drames de Léla pour remarquer que ma femme était déjà à moitié prête à croire n'importe quelle connerie qui allait sortir de la bouche de sa fille. Il te vole, a continué Léla, chaque mot tombant comme de l'acide sur mon mariage. Je l'ai observé, et je sais ce que j'ai vu. Il n'est là que pour ton argent, maman. Il ne t'aime pas. Il aime ton compte en banque. Maintenant, faisons une pause d'1 seconde pour apprécier l'audace absolue de cette accusation. Moi? Voler Miranda? J'étais le gars qui avait insisté pour avoir des comptes chèques séparés parce que je ne voulais pas qu'on croie que j'étais une sorte de chasseur de dot. J'étais le gars qui payait les courses avec sa propre carte de crédit, qui achetait ses propres vêtements, qui conduisait sa propre Honda cabossée parce que je refusais de laisser quiconque dire que je vivais de la réussite de ma femme.
J'étais tellement paranoïaque à propos des apparences que je m'étais probablement contorsionné plus qu'un acrobate de cirque pour prouver que je n'en voulais pas à son argent. Mais voici le problème avec les mensonges, ils n'ont pas besoin d'être vrais pour être efficaces. Ils doivent juste atterrir exactement au bon moment. Frapper exactement la bonne insécurité. Appuyer exactement sur le bon bouton. Et Léla, le petit génie du mal qu'elle était, avait trouvé le bouton de Miranda et avait appuyé dessus comme si elle appelait l'ascenseur. J'ai ouvert la bouche pour me défendre, pour souligner les failles évidentes de cette accusation ridicule, pour rappeler à Miranda toutes les fois où j'avais prouvé ma loyauté, mon amour, mon manque total d'intérêt pour ses finances au-delà de mon désir de la voir heureuse et en sécurité. Mais la voix de Miranda a tranché l'air comme une lame. « Arrête la voiture !» Ces 3 mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Pas, Adrian, qu'as-tu à dire à ce sujet? Pas, Léla, c'est une accusation grave. Juste, arrête la voiture. Comme si j'étais soudainement devenu un déchet toxique dont il fallait se débarrasser immédiatement. Notre chauffeur, un pauvre gars nommé James qui voyait probablement plus de drames familiaux qu'un scénariste de soap-opéra, s'est consciencieusement rangé sur le trottoir. Nous étions sur Riverside Drive. Je me souviens de ce détail avec une clarté cristalline, car parfois les traumatismes gravent les détails les plus stupides dans votre cerveau. Il y avait un lampadaire qui plongeait tout dans cette lueur orange maladive, et je pouvais voir un sans-abri pousser un caddie sur le trottoir. Se demandant probablement quel genre d'absurdité digne d'une télé-réalité allait se dérouler devant lui. Miranda, ai-je dit, et j'ai détesté le son de ma voix. Désespéré, confus, comme un homme qui vient de réaliser qu'il joue à un jeu dont personne n'a pris la peine de lui dire que les règles avaient changé. Tu ne peux pas sérieusement croire. Sors. 2 autres mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour mettre fin à 6 ans de mariage. 6 ans de ce que je croyais être de l'amour. 6 ans à construire une vie ensemble. 2 mots de la femme qui avait l'habitude de me dire que j'étais son point d'ancrage, son port d'attache, sa moitié. 2 mots qui m'ont transformé de mari à étranger l'espace d'un battement de cœur. J'ai essayé encore une fois parce qu'apparemment, j'aime la punition. Miranda, s'il te plaît, écoute-moi juste une seconde. C'est laquelle a craqué. Peut-être était-ce le stress de l'accusation. Peut-être était-ce un doute profond qui couvait depuis des mois. Ou peut-être était-elle simplement fatiguée de faire semblant que notre mariage était quelque chose qu'il n'était pas. Quelle que soit la raison, ma femme, calme, posée, et toujours maître d'elle-même, a complètement perdu la tête. La portière s'est ouverte et, avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, la main parfaitement manucurée de Miranda a atterri sur ma poitrine pour me pousser avec une force qui aurait rendu fier un joueur de football américain. Maintenant, je ne suis pas un petit gabarit, 1m88, environ 86 kg, raisonnablement athlétique pour un homme approchant la quarantaine. Mais la physique est la physique, et quand vous ne vous attendez pas à être éjecté d'un véhicule en marche par votre femme, même un véhicule roulant lentement ne vous laisse pas beaucoup de chances de réussir votre atterrissage. J'ai déboulé de cette escalade comme un sac de patates, mon corps heurtant l'asphalte avec toute la grâce d'un impact de météorite. Le monde a tournoyé. Les graviers ont mordu mes paumes, et j'ai eu un goût de sang là où je m'étais mordu la langue. À travers les bourdonnements dans mes oreilles, j'ai entendu la portière claquer, le moteur vrombir, et le bruit de mon mariage s'éloignant à environ 60 km/h. Je suis resté là, sur le bord de Riverside Drive, regardant ces feux arrière disparaître dans la nuit, et je jure que j'ai pu voir la silhouette de Léla par la lunette arrière. Souriant probablement comme si elle venait de gagner à la loterie. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, m'écarter du tableau, avoir sa mère pour elle toute seule, et la satisfaction de savoir qu'elle avait détruit la vie d'un homme avec rien de plus que quelques mensonges bien placés. Le sans-abri avec le caddie s'est arrêté et m'a demandé si j'allais bien. Un inconnu a montré plus d'inquiétude pour mon bien-être à ce moment-là que ma femme de 6 ans ne l'avait fait. C'est amusant la façon dont l'univers fonctionne parfois, n'est-ce pas? Vous savez ce qui est drôle quand on se fait jeter d'une voiture en marche par sa femme. La première chose qui vous passe par la tête n'est pas « Oh mon Dieu, j'aurais pu mourir ». Ou même « Je n'arrive pas à croire qu'elle vient de faire ça ». Non. La première chose que j'ai pensé, couché là sur l'asphalte froid avec des graviers incrustés dans les paumes comme une sorte d'acupuncture tordue, c'est « J'espère vraiment que personne n'a filmé ça ». Parce que c'est là où nous en sommes en tant que société, les amis. Même dans nos moments les plus humiliants,
nous avons peur de faire le buzz sur Internet pour toutes les mauvaises raisons. Le sans-abri, appelons-le Charlie parce qu'il avait une tête de Charlie, m'a aidé à m'asseoir et m'a demandé si j'avais besoin qu'il appelle quelqu'un. J'ai failli rire. Appeler qui? Ma femme, qui venait de m'utiliser comme vide-ordure humain? Ma belle-fille, qui postait probablement déjà là-dessus sur Instagram avec une légende du genre « Les poubelles se sortent toutes seules bénies ». Ma mère, qui vivait à 3 états de là et qui n'avait jamais aimé Miranda de toute façon? Ouais, cette conversation se passerait bien. Salut maman, tu te souviens que tu disais que Miranda semblait froide? Eh bien, il s'avère que tu avais raison. Et aussi, elle vient d'essayer de me transformer en animal écrasé sur la route. Charlie est resté dans le coin pendant que je faisais l'inventaire de mes blessures. Les mains écorchées, les côtes contusionnées, ce qui ressemblait à des brûlures sur mon coude gauche, et un ego qui avait été écrasé par un 38 tonnes métaphorique. Rien qui allait me tuer, mais assez pour que m'asseoir sur le béton ressemble à un traitement de spa 5 étoiles par rapport au fait de me lever. Tu veux que j'appelle les flics? A demandé Charlie en sortant un téléphone qui avait l'air d'avoir survécu à l'apocalypse. Ça ressemblait à une agression pour moi. Agression. Le mot flottait dans l'air comme la fumée d'une maison en feu. Parce que c'était ça, n'est-ce pas? Ma femme depuis 6 ans m'avait poussé physiquement hors d'un véhicule en marche. Si un mec au hasard m'avait fait ça, j'aurais porté plainte plus vite qu'on ne pourrait dire procès. Mais c'était Miranda. La femme qui me préparait le café le matin et m'embrassait le front quand j'avais mal à la tête. La femme qui pleurait devant les publicités de Noël et qui avait insisté pour qu'on adopte un chien de refuge parce que tout le monde mérite une seconde chance. Apparemment, tout le monde, sauf son mari. Non, ai-je dit à Charlie, bien que chacune de mes cellules cérébrales rationnelles restantes me hurlait de documenter ce désastre. Pas encore. Comme si je gardais ma vengeance pour une occasion spéciale. 2 autres personnes se sont arrêtées avant l'arrivée de l'ambulance. Une femme d'âge moyen nommée Janet qui travaillait comme infirmière et insistait pour vérifier mes pupilles à la recherche de signes de commotion cérébrale. Et un étudiant universitaire qui n'arrêtait pas de me demander si je voulais qu'il poste ça sur TikTok pour sensibiliser sur les violences conjugales. J'ai apprécié l'intention, mais la dernière chose dont j'avais besoin était de devenir une histoire d'avertissement calée sur des extraits audio tendance. L'ambulance est arrivée environ 20 minutes plus tard, ce qui, à l'échelle du temps en ville, aurait tout aussi bien pu être la vitesse de la lumière. L'ambulancier qui en est sorti était un homme latino à l'air sévère, probablement dans la cinquantaine, avec le genre de moustache qui inspire le respect. Son badge indiquait Diego, et il avait l'air de quelqu'un qui avait vu toutes les façons possibles dont les humains pouvaient gâcher leur vie. Que s'est-il passé ici? A demandé Diego, s'agenouillant pour examiner mes mains éraflées avec l'efficacité de quelqu'un qui avait pensé la moitié de la ville. Ma femme m'a jeté de sa voiture, ai-je dit, parce qu'à quoi bon édulcorer la chose? Littéralement. Diego a soulevé un sourcil qui aurait pu générer 1 millier de mèmes. Elle vous a jeté hors d'une voiture en marche. Eh bien, elle n'allait pas très vite, ai-je dit, comme si ça rendait la chose meilleure. Peut-être 15, 20 km à l'heure. Plus une éjection agressive qu'une tentative de meurtre. Oh! Diego a commencé à nettoyer le gravier de mes paumes avec le toucher doux de quelqu'un qui avait perfectionné l'art de causer le moins de douleur supplémentaire possible. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Sa fille lui a dit que je la volais. C'est le cas? Non. L'avez-vous dit à votre femme? J'ai essayé. Elle n'était pas d'humeur à écouter. Diego a hoché la tête comme si ce n'était qu'un mardi ordinaire pour lui. Vous voulez porter plainte? Et revoilà cette question. Celle qui transformerait cela d'une très grosse dispute de couple en une véritable affaire juridique. Celle qui rendrait cela réel d'une manière que rentrer à la maison et dormir ne pourrait pas réparer. J'ai secoué la tête. Pas encore. Très bien, a dit Diego, appliquant une sorte d'antiseptique qui piquait comme un diable. Mais vous devriez vous faire examiner à l'hôpital. Vous pourriez avoir des blessures internes, et les traumatismes crâniens ne montrent pas toujours des symptômes tout de suite. Je vais bien, ai-je insisté, ce qui était probablement le plus gros mensonge que j'avais dit de la journée, et vu que ma femme venait de m'accuser d'être un voleur, ce n'était pas peu dire. Non, vous n'allez pas bien, a répondu Diego de façon très pragmatique. Personne ne va bien après avoir été jeté d'une voiture par quelqu'un en qui on a confiance. Mais vous ne saignez pas intérieurement, donc c'est un début.
Il a fini de me bander les mains et m'a tendu une carte. C'est le numéro de mon superviseur. Si vous changez d'avis sur le fait de porter plainte, appelez ça. Parfois, les gens ont besoin de temps pour digérer avant d'être prêts à faire ce qui doit être fait. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un flou de formulaires, de questions, et d'infirmières qui me regardaient avec cette combinaison particulière de sympathie et de jugement réservé aux hommes qui atterrissent aux urgences à cause de disputes conjugales. Ils ont tout radiographié, m'ont tâté et piqué comme une expérience scientifique, pour finalement déclarer que j'étais contusionné mais pas brisé. Physiquement, en tout cas. Il était presque minuit quand j'ai enfin atteint le Sunset Motor Lodge, un endroit qui se décrivait généreusement comme un hébergement abordable, mais qui était fondamentalement l'endroit où l'espoir venait mourir. La chambre sentait le désinfectant et les rêves brisés, avec une moquette qui avait vu des choses qu'aucune moquette ne devrait voir, et du papier peint qui semblait tenir par pure obstination. Je me suis assis sur le bord du lit, qui a grincé comme s'il était personnellement offensé par mon poids, et j'ai enfin regardé mon téléphone. 17 appels manqués, tous de numéros que je ne reconnaissais pas, 43 SMS, 67 notifications sur les réseaux sociaux. Mon cœur a bondi pendant une demi-seconde, pensant que peut-être Miranda avait retrouvé ses esprits et essayait de s'excuser. Peut-être avait-elle réalisé que sa fille était une petite vipère manipulatrice et qu'elle voulait arranger les choses. Peut-être pourrions-nous encore sauver ce désastre de mariage. Mais non. Pas un seul message de Miranda. À la place, j'ai eu droit à un défilé de messages d'amis communs, de connaissances et de parfaits inconnus qui avaient apparemment entendu parler de ma chute magistrale sur le trottoir grâce au miracle des réseaux de ragots modernes. Et la cerise sur le gâteau de cette humiliation ? Miranda avait posté à ce sujet. Pas d'excuses, pas d'explications, pas même un dé, peut-être que jeter mon mari d'une voiture en marche était une mauvaise idée. Non. Elle avait publié une photo d'elle l'air triomphant avec la légende, « Parfois, il faut couper les poids morts pour aller de l'avant. » Je me sens béni et libre. Nouveau chapitre Conesta Valeur Bail. Béni et libre. C'est à ça que se résumaient 6 années de mariage dans son esprit. Un poids mort qu'elle avait enfin eu le courage de larguer sur le bord de la route. Les commentaires étaient encore meilleurs. Ses amis et abonnés l'acclamaient comme si elle venait de gagner un marathon au lieu d'avoir commis une agression à l'aide d'un véhicule. Tu es si courageuse. Il ne t'a jamais mérité. J'ai toujours su que quelque chose clochait chez lui. J'ai retourné mon téléphone face contre le matelas et j'ai fixé la tache d'humidité au plafond qui ressemblait remarquablement à la silhouette de ma dignité brisée. Demain, je devrais trouver quoi faire ensuite. Ce soir, je devais juste survivre à l'humiliation d'avoir été transformé en divertissement pour les réseaux sociaux par la femme qui m'avait promis de m'aimer pour toujours. Le pire, c'est qu'une petite voix au fond de ma tête se demandait si peut-être ils avaient tous raison. Peut-être étais-je vraiment juste un poids mort. Peut-être que Miranda était vraiment mieux sans moi. Mais cette voix s'est amoindrie à mesure que la colère grandissait. Car même si j'étais un poids mort, même si j'étais le pire mari de l'histoire du mariage, personne ne méritait d'être jeté d'une voiture comme une ordure. Personne. Vous savez ce que personne ne vous dit sur le fait de vous retrouver soudainement sans abri à l'approche de la quarantaine ? Tout ce que vous possédez commence à paraître incroyablement stupide. Genre, pourquoi avais-je besoin de 17 types de tasses à café différents ? Pourquoi avais-je gardé ce mixeur cassé pendant 3 ans au cas où je découvrirais comment le réparer ? Et pourquoi, pour l'amour du ciel, possédais-je autant de t-shirts humoristiques que je ne portais jamais, mais que je n'arrivais pas à jeter ? Ce sont les questions philosophiques profondes qui occupaient mon esprit alors que je me tenais dans la chambre d'amis de Marcus Lee, entouré de la pitoyable collection d'affaires que j'avais réussi à sauver de mon ancienne vie. Marcus, béni soit son âme formée par l'armée, m'avait jeté un coup d'œil en me voyant sur le pas de sa porte à 2 heures du matin avec l'air d'avoir été percuté par un camion, parce que techniquement, j'avais été percuté par un escalade, et s'était simplement écarté pour me laisser entrer. Bière ou whisky, avait-il demandé, comme si c'était les 2 seules options pour gérer les catastrophes de la vie, ce qui, honnêtement, est probablement vrai. Nous avions servi ensemble en Afghanistan environ 15 ans plus tôt, à l'époque où nous pensions savoir à quoi ressemblaient les vrais problèmes. Il s'avère qu'esquiver des engins explosifs improvisés n'était rien comparé au fait d'esquiver les éclats émotionnels de sa propre femme. Au moins, dans une zone de guerre, on sait qui est censé être l'ennemi. Marcus vivait dans un de ces appartements d'entrepôt reconvertis qui hurlaient le célibataire avec des problèmes d'engagement. Des murs en briques apparentes,
des meubles minimalistes qui semblaient provenir du rayon des stockages de n'importe quel magasin vendant du chic industriel à des gars qui regardaient trop d'émissions de décoration. La chambre d'amis était fondamentalement un placard glorifié avec un futon qui avait connu des décennies meilleures, mais c'était sacrément mieux que le Sunset Motor Lodge et son désespoir parfumé. Alors, a dit Marcus le lendemain matin, me tendant une tasse de café capable de décaper de la peinture. Tu vas me dire ce qui s'est passé ou je dois deviner? Parce que là, tout de suite, je me dis soit que tu as braqué une banque, soit que ta femme a fini par péter un plomb. Option numéro 2, ai-je dit, et je me suis mis à lui raconter toute cette sordide histoire. Marcus avait rencontré Miranda exactement 2 fois, une fois à notre mariage, et une fois lors d'un barbecue où elle avait passé tout son temps à se plaindre de la fumée qui allait sur sa robe de créateur. Il n'avait jamais été fan d'elle, mais il avait été trop poli pour dire quoi que ce soit. Eh bien, trop poli et trop intelligent, parce que critiquer la femme d'un homme est un bon moyen de perdre un ami, même quand on a raison. D'où Jésus, Adriane, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Elle t'a jeté d'une voiture en marche. Et a posté ça sur Internet. Le fait de le poster est peut-être pire que le fait de te jeter, a-t-il admis. Au moins, quand elle m'a poussé, c'était sous le coup de la colère. Le post, c'était une humiliation préméditée. Marcus a secoué la tête comme s'il essayait de vider l'eau de ses oreilles. Et tu ne portes pas plainte parce que je suis un idiot. Ouais, bon, mais précisément quel genre d'idiot? C'était la question à $1 million, n'est-ce pas? Quel genre d'idiot étais-je? Le genre qui aimait encore la femme qu'il avait littéralement jetée à la rue? Le genre qui pensait que peut-être, d'une manière ou d'une autre, tout cela pourrait s'arranger? Le genre qui était trop fier pour admettre que son mariage avait été un désastre total dès le premier jour? Probablement tout ça à la fois. Les jours ont commencé à se confondre après ça. Je me réveillais sur le futon de Marcus avec l'impression d'avoir été renversé par le même escalade une nouvelle fois, je buvais son café à la force industrielle. Puis je passais la journée à faire semblant de chercher du travail tout en rafraîchissant les réseaux sociaux comme une sorte de masochiste numérique. La tournée de la victoire en ligne de Miranda battait son plein. Chaque jour apportait de nouvelles publications sur son voyage de découverte de soi et sur le fait d'apprendre à s'estimer. Des photos d'elle au cours de yoga, au brunch avec ses amis, dans un spa où les soins coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Le tout accompagné de légendes qui donnaient l'impression qu'elle venait de s'échapper de prison, plutôt que d'avoir balancé son mari d'une voiture. Le pire, c'était de voir nos amis communs choisir leur camp. Et devinez quoi? L'équipe Miranda gagnait haut la main. Apparemment, j'avais été rétrogradé du statut de mari à celui de ce type dont Miranda a dû se débarrasser devant le tribunal de l'opinion publique. Des gens qui avaient dîné chez nous, qui avaient ri de mes blagues, qui avaient agi comme s'ils tenaient sincèrement à moi soudain, ils me traitaient comme si j'avais une maladie contagieuse. Sarah, du club de lecture de Miranda, m'a retiré de ses amis sur Facebook. Tom, de notre groupe de dîner entre couples, m'a bloqué sur Instagram. Même le cabinet de mon dentiste m'a appelé pour reporter mon rendez-vous, et je pourrais parier gros que Miranda y était pour quelque chose, là aussi. Pendant ce temps, Léla vivait la meilleure période de sa vie. Ses réseaux sociaux s'étaient transformés en une sorte de parade de la victoire, avec des posts sur « les gens toxiques » et sur le fait de « protéger sa famille ». Et autres balivernes inspirantes qui provenaient probablement tout droit du livre de développement personnel qu'elle lisait cette semaine-là. Elle avait même changé sa photo de profil pour une photo d'elle et Miranda en train de se faire un câlin, avec une légende qui disait « Ma reine couronne la merced mieux les vrais reconnaissantes les vrais. Les vrais reconnaissent les vrais ». Venant d'une fille de 20 ans qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois et dont le plus grand accomplissement était de convaincre sa mère de lui payer son voyage de spring break à Canquin, c'était cocasse. Mais voici ce qui se passe quand on touche le fond. Tôt ou tard, soit on creuse encore plus, soit on commence à remonter. Et quelque part aux alentours du 10e jour de mon exil, en fixant encore un autre post sur les réseaux sociaux concernant la métamorphose de Miranda, quelque chose a changé en moi. J'étais assis dans le salon de Marcus, mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, quand je suis tombé sur une publication qui a fait grimper ma tension artérielle à un niveau critique. C'était une photo de Miranda et Léla dans un restaurant chic, levant leur coupe de champagne pour un toast. La légende disait, célébrer les nouveaux départs et le courage de laisser le passé derrière soi. Parfois, les poubelles se sortent toutes seules corbeille à papier étincelle Benny Murphy nouveau chapitre.
Les poubelles se sortent toutes seules. C'est ce que j'étais pour elle. 6 ans de mariage, 6 ans à soutenir les rêves de Miranda, 6 ans à essayer de construire une relation avec sa fille empoisonnée, et j'étais une poubelle qui s'était sortie toute seule. Ça va, là-bas, a demandé Marcus en levant les yeux de n'importe quel documentaire militaire qu'il était en train de regarder. Tu as l'air sur le point de faire un anévrisme. Tout va pour le mieux, ai-je dit en fermant l'ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. Je vis un rêve. Marcus a mis la télé en sourdine et s'est tourné vers moi. Bon, il est temps d'avoir une vraie discussion. Combien de temps vas-tu t'infliger ça? M'infliger quoi? Ça, a-t-il fait un geste vers moi comme si j'étais une expérience scientifique particulièrement décevante. T'apitoyer sur ton sort. Rafraîchir ses réseaux sociaux toutes les 5 minutes. Agir comme un chien battu qui espère qu'elle le laissera rentrer dans la maison. C'est faux. Si, tu le fais, et c'est pathétique. Marcus n'avait jamais été du genre à arrondir les angles. Tu veux savoir ce que je pense? Pas vraiment, mais tu vas me le dire de toute façon. Tu l'as dit. Je pense que tu es assis là à avoir pitié de toi-même parce que c'est plus facile que d'admettre que tu es en colère. Et tu devrais être en colère. Adrian. Cette femme n'a pas seulement rompu avec toi. Elle t'a humilié. Elle t'a transformé en divertissement pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle t'a jeté d'une voiture comme si tu étais un emballage de chez McDonald's. Il avait raison, bien sûr. J'étais en colère, furieux même. Mais cette fureur me semblait dangereuse, comme si, en me laissant vraiment la ressentir, je pouvais faire quelque chose de stupide. Quelque chose qui prouverait à Miranda et Léla qu'elles avaient raison de me considérer comme le méchant de leur histoire. Alors, je suis censé faire quoi, ai-je demandé. Rayer sa voiture? Publier des photos intimes? Devenir un de ces mecs qui débarquent sur le lieu de travail de leur ex avec un ghetto blaster? Et si tu arrêtais d'agir comme une victime et que tu commençais à agir comme un homme qui s'est fait avoir, a dit Marcus. Et si tu contre-attaquais? Contre-attaquer. 2 mots qui allaient tout changer, bien que je ne le sache pas encore. 2 mots qui allaient me transformer de Sharon sur le bord de la route en prédateur. Mais cette nuit-là, allongé sur le futon en fixant le plafond, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la facilité avec laquelle 6 années de ma vie avaient été effacées. La rapidité avec laquelle l'amour pouvait se transformer en mépris. L'efficacité avec laquelle j'avais été effacé de l'histoire que Miranda racontait sur sa propre vie. Eh bien, si elle voulait réécrire l'histoire, on pouvait y jouer à 2. Vous savez ce qu'on dit sur la vengeance qui est un plat qui se mange froid? Celui qui a inventé cette phrase n'a visiblement jamais vu sa vie exploser à cause d'une sociopathe de 20 ans et de sa mère complice. Parce que laissez-moi vous dire, quand vous êtes assis dans la chambre d'amis de votre pote, entouré de cartons d'archives remplis de paperasse, la vengeance ne semble pas froide du tout. Elle ressemble plutôt à la brûlure lente d'un très bon bourbon qui descend dans la gorge. Chaude, constante, et garantie de vous faire des dégâts si vous n'y prenez pas garde. Les mots de Marcus rebondissaient dans ma tête depuis 3 jours. Arrête d'agir comme une victime et commence à agir comme un homme qui s'est fait avoir. Un conseil tout simple, vraiment. Le genre de chose qui semble évidente quand quelqu'un d'autre le dit, mais qui prend des allures de révolution quand ça fait enfin tilt dans votre propre cerveau. Alors, j'ai fait ce que n'importe quel homme rationnel ferait quand sa vie est bouleversée par de fausses accusations, j'ai déterré absolument tous les documents que j'avais soigneusement classés au cours des 6 dernières années. Les relevés bancaires, les contrats commerciaux, les titres de propriété, les registres d'investissement, les polices d'assurance, les reçus des achats importants, même ces stupides cartes de garantie que je remplissais religieusement parce qu'on ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Il s'avère qu'on en a besoin quand notre femme essaie de réécrire l'histoire et de prétendre qu'on n'était rien de plus qu'une sangsue qui la séchait. La table à manger dans l'appartement de Marcus ressemblait à un endroit où un expert comptable aurait explosé. Des piles de papier triés par année, par catégorie, par pertinence par rapport au dossier que je construisais dans ma tête. Marcus a jeté un œil au chaos organisationnel et a sifflé d'admiration. La vache, mon vieux. Tu gardes de meilleurs registres que le fisc. Formation militaire, ai-je dit, bien qu'en réalité, c'était plus une formation de paranoïaque. Grandir avec un père qui s'était fait avoir dans son propre divorce m'avait appris à tout documenter. La trace écrite raconte la vraie histoire. Et quelle histoire ça racontait? Voyez-vous,
voici ce que Miranda et sa précieuse fille avaient commodément oublié quand elles avaient décidé de me dépeindre comme une sorte de coureur de dot, je n'étais pas juste un mec au hasard qui avait erré dans leur vie avec les poches vides et de grands rêves. Quand Miranda et moi nous sommes rencontrés, je m'en sortais déjà très bien. Pas riche selon ses critères, mais à l'aise. J'avais ma propre maison, ma propre voiture, mon propre compte épargne, et une entreprise de conseil qui générait en fait un profit décent. Mais l'amour fait faire des choses stupides. Comme vendre sa maison pour aider sa nouvelle femme à acheter la maison de ses rêves. Comme investir ses économies dans sa boutique quand l'investisseur initial s'est désisté. Comme se porter co-emprunteur et engager son propre crédit parce que nous sommes des partenaires maintenant, et les partenaires se soutiennent. Les preuves étaient toutes là, étalées sur la table de Marcus comme un puzzle très coûteux. Des relevés de virements bancaires montrant mon argent affluer sur les comptes de Miranda. Des documents commerciaux avec nos 2 signatures, m'établissant comme partenaire dans sa précieuse boutique, et non comme un simple employé qu'elle pouvait virer à sa guise. Des relevés de placement montrant des comptes joints où mes contributions étaient clairement documentées. Ma découverte préférée a été un dossier étiqueté document de propriété, qui contenait l'acte de vente de notre maison. Pardon, la maison de Miranda, selon son récit sur les réseaux sociaux. Chose amusante à propos de cet acte, il portait nos 2 noms. Une copropriété à parts égales établie quand nous avions acheté l'endroit ensemble en utilisant les fruits de la vente de ma maison, plus une partie de l'héritage de la grand-mère de Miranda. Mais la véritable mine d'or, c'était les registres de l'entreprise. La boutique de Miranda, oui, elle l'avait vraiment appelée la boutique de Miranda, car la créativité n'a jamais été son point fort, perdait de l'argent à flot quand j'étais intervenu. Le business plan initial était à peu près aussi réaliste qu'une ferme de licorne, et les résultats financiers de la première année donnaient l'impression que quelqu'un utilisait la caisse enregistreuse comme sa tirelire personnelle. C'est là que j'avais suggéré que nous restructurions tout. Faire venir un vrai comptable, établir de véritables contrôles des stocks, créer une véritable stratégie marketing au lieu d'espérer simplement que les gens tombent par hasard sur son magasin et tombent amoureux d'écharpes hors de prix. J'avais même retroussé mes manches et géré le marketing moi-même, création du site web, mise en place des réseaux sociaux, négociation avec les fournisseurs. Le redressement avait été assez impressionnant, pour être honnête. En 18 mois, nous étions passés de pertes trimestrielles à un profit solide. L'entreprise avait triplé sa base de clients, s'était étendue aux ventes en ligne, et avait même ouvert un 2e magasin. Miranda était passée de la propriétaire de boutique stressée et au bord de la faillite, à l'entrepreneuse à succès avec un empire en pleine croissance. Mais selon l'histoire qu'elle racontait maintenant, elle avait tout fait toute seule. J'étais juste un mari, un poids mort qui l'avait accompagné en ne contribuant à rien mais en prenant tout. La paperasse disait le contraire. Chaque décision commerciale majeure avait exigé nos 2 signatures. Chaque demande de prêt mentionnait nos 2 revenus. Chaque déclaration d'impôt montrait une déclaration commune avec des revenus d'entreprise partagés. Bon sang, j'étais techniquement répertorié comme copropriétaire et directeur du marketing sur l'immatriculation officielle de l'entreprise. C'est de l'artillerie lourde, ça, a dit Marcus, en étudiant un contrat particulièrement compromettant qui montrait clairement mon investissement financier dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'était la question à $1 million, n'est-ce pas? Car avoir des preuves est une chose. Savoir quoi en faire en est une autre. Je pouvais débouler dans la boutique de Miranda et agiter ses papiers comme un homme d'affaires lésé réclamant justice. Je pouvais publier mon propre démenti sur les réseaux sociaux, avec des preuves photographiques de chaque contribution financière que j'avais apportée à notre vie commune. Je pouvais même me pointer à un de ses cours de yoga et faire une scène qui donnerait à ses abonnés un vrai sujet de conversation croustillant. Mais toutes ces options semblaient mesquines, réactives, comme si je jouais à son jeu au lieu de lancer le mien. C'est là que je me suis souvenu d'Eleanor Vance. Eleanor et moi avions travaillé ensemble il y a environ 5 ans, lorsque son précédent cabinet d'avocats avait eu besoin de conseils en marketing. C'était le genre d'avocate qui rendait les autres avocats nerveux, brillante, impitoyable, et complètement insensible aux histoires larmoyantes qui faisaient plier la plupart des gens comme des chaises de jardin bon marché. Elle avait quitté son ancien cabinet pour monter le sien, se spécialisant dans les divorces à fort enjeu et les litiges commerciaux. Sa réputation était légendaire. Si vous vouliez détruire quelqu'un légalement et financièrement, Eleanor était la personne qu'il vous fallait. Plus important encore, elle n'avait jamais aimé Miranda. Lors des rares fois où elles s'étaient croisées lors d'événements professionnels, Eleanor avait fait comprendre qu'elle trouvait ma femme ce qu'elle appelait professionnellement charmante,
ce qui dans le jargon des avocats voulait dire fausse comme un billet de 3 $. J'ai trouvé le numéro d'Eleanor dans mes contacts et je l'ai fixé pendant environ 10 minutes, le pouce planant au-dessus du bouton d'appel. Car appeler Eleanor signifiait que cela devenait réel. Cela signifiait que j'avais fini d'espérer que Miranda retrouverait ses esprits et s'excuserait. Cela signifiait que j'étais prêt à réduire en cendres tout ce que nous avions construit ensemble, si c'était ce qu'il fallait pour obtenir justice. Le téléphone a sonné 3 fois avant que la voix d'Eleanor ne transperce avec son efficacité habituelle, Adrian Cross. Je me demandais quand tu appellerais. Tu as entendu parler de ce qui s'est passé? Mon chéri, tout le monde a entendu parler de ce qui s'est passé. Ta femme a fait de toi un mème sur les réseaux sociaux. La question est, qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? J'ai regardé autour de moi dans l'appartement de Marcus, le futon qui m'avait servi de lit pendant 3 semaines, les cartons de mes affaires qui représentaient les ruines de mon ancienne vie. Et les preuves étalées sur la table qui démontraient que tout ce que Léla avait raconté était un mensonge. Je veux reprendre ce qui m'appartient, ai-je dit. Le rire d'Eleanor a été vif et satisfait. Bien. Organisons une réunion. Apporte tout ce que tu as, et nous verrons à quel point ta chère femme va regretter de t'avoir jeté de cette voiture. Combien cela va-t-il me coûter? Ne t'inquiète pas pour mes honoraires, a dit Eleanor, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Quelque chose me dit que cette affaire va se rentabiliser toute seule. De plus, j'attendais une excuse pour faire tomber quelqu'un comme Miranda depuis des années. Considère ça comme un plaisir professionnel. J'ai raccroché et j'ai regardé Marcus, qui avait écouté toute la conversation avec un amusement grandissant. Tu te sens mieux? A-t-il demandé. Pas encore, ai-je répondu en commençant à rassembler les papiers. Mais ça ne va pas tarder. Parce que voilà le truc avec le fait d'être sous-estimé, cela vous donne un sacré avantage quand vous décidez enfin de montrer aux gens de quoi vous êtes réellement capable. Miranda et Léla pensaient s'être débarrassés d'un poids mort. Elles étaient sur le point d'apprendre qu'elles venaient de réveiller un ours qui dormait. Vous voyez ce moment dans les films d'horreur où le monstre que tout le monde croyait mort ouvre soudainement les yeux. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand Marcus m'a secoué pour me réveiller à 9 h du matin avec le genre de sourire qui signifiait que les ennuis allaient franchir notre porte d'entrée. Devine qui est là pour te voir, a-t-il dit, et je pouvais entendre des voix dans le salon. L'une familière, l'autre, malheureusement, encore plus familière. J'attendais cette visite depuis exactement 3 semaines et 1 jour. Pas parce que je suis devin, mais parce que je connais Miranda mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Elle fonctionne sur un cycle très prévisible, impulsion, justification, doute, panique, contrôle des dégâts. 3 semaines, c'était à peu près le temps qu'il lui fallait pour passer par les 4 premières étapes et réaliser que peut-être, juste peut-être, jeter son mari d'une voiture en marche pouvait avoir des conséquences judiciaires. J'ai enfilé le jean de la veille et un t-shirt qui avait connu des décennies meilleures, j'ai passé mes doigts dans mes cheveux pour obtenir ce look. Je n'ai absolument pas comploté ta chute, et je suis entré dans le salon comme si je me dirigeais vers ma propre exécution. Elle était là, debout dans la garçonnière de Marcus, telle une reine observant un village de paysans qu'elle envisageait de faire brûler. Miranda avait exactement la même apparence que d'habitude lorsqu'elle essayait d'intimider quelqu'un pour le soumettre. Une coiffure parfaite qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens, un maquillage appliqué avec la précision d'un peintre de la Renaissance, et une tenue qui hurlait « J'ai plus d'argent que toi, et je n'ai pas peur de m'en servir ». Elle portait un blazer couleur crème sur un jean foncé, et des bottes qui valaient probablement plus que mon budget mensuel actuel, le tout accessoirisé avec assez de bijoux pour financer le programme d'infrastructure d'un petit pays. Toute la tenue était conçue pour me rappeler tout ce que j'étais censé avoir perdu quand elle m'avait mis à la porte. Et, se tenant légèrement en retrait, comme un chien d'attaque loyal attendant l'ordre de frapper, se trouvait la charmante petite Léla. Douce et innocente Léla, qui s'était habillée pour l'occasion avec ce que je ne pouvais décrire que comme un style jeune sociopathe professionnel chic. Une robe noire qui venait probablement de la boutique de sa mère, assortie d'une expression qui laissait entendre qu'elle planifiait déjà mes funérailles. Adrian, a dit Miranda, et sa voix avait ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de paraître raisonnable tout en étant complètement déraisonnable. Je crois qu'il est temps qu'on parle. Marcus, que Dieu bénisse son âme de tacticien, s'était positionné près du comptoir de la cuisine, d'où il pouvait observer tout le spectacle en faisant semblant de préparer du café. Il a croisé mon regard et a haussé un sourcil qui disait clairement « Tu veux que je les vire, ou tu gères ça toi-même ?» Je lui ai fait un infime signe de tête non.
J'avais attendu ce moment pendant 3 semaines. Hors de question que je rate le spectacle. Bien sûr, ai-je dit en m'installant dans le fauteuil en face du canapé où Miranda s'était mise à l'aise. Parlons. Que as-tu en tête? Miranda a lissé son jean avec ses mains comme si elle se préparait pour une présentation professionnelle. Je pense que tu as eu assez de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé, pour repenser à ton comportement, et peut-être arriver à quelques conclusions sur la raison pour laquelle les choses ont si mal tourné entre nous. Réfléchir à mon comportement? Elle était bonne, celle-là. J'avais passé 3 semaines à réfléchir. Très bien, à réfléchir à 6 ans de mariage avec une femme qui avait apparemment tenu un registre mental de chaque affront et de chaque déception perçue, attendant juste une excuse pour tous les encaisser d'un coup. J'ai définitivement pris le temps de réfléchir, ai-je dit, gardant une voix aussi neutre que la Suisse. À quel genre de conclusion espérais-tu que j'arrive? Eh bien, a répondu Miranda en jetant un coup d'œil à Léla pour chercher du soutien. Je pense que tu dois admettre que tu as franchi certaines limites, que peut-être tu as profité de ma générosité et que tu as perdu de vue ce qui était approprié dans notre relation. Perdu de vue ce qui était approprié? Venant de la femme qui m'avait agressé physiquement pour ensuite s'en vanter sur Internet, c'était absolument hilarant. Et quelles seraient ces limites, exactement, ai-je demandé. Léla s'est penchée en avant, comme si elle avait attendu son signal pour se joindre à la conversation. Les limites financières, évidemment. La façon dont tu t'es servi du succès de maman pour ton propre bénéfice, sans rien apporter de réel en retour. Il fallait lui reconnaître ça, elle avait débité cette réplique avec l'assurance de quelqu'un qui y croyait vraiment. Soit c'était une meilleure actrice que je ne le pensais, soit elle s'était réellement convaincue que son mensonge était la vérité. Les 2 options étaient tout aussi terrifiantes. Théorie intéressante, ai-je dit. Autre chose? Miranda a pris une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à donner un diagnostic particulièrement difficile. Écoute, Adriane, je sais que ça a été dur pour toi. Qu'on t'ait demandé de partir a été soudain, mais je pense que si tu es honnête avec toi-même, tu admettras que les choses ne fonctionnaient plus entre nous depuis un moment. Les choses ne fonctionnaient plus. C'était une façon de décrire le fait de découvrir que la fille de sa femme l'avait systématiquement monté contre moi pendant que j'étais occupé à essayer de construire une famille. Alors, que proposes-tu exactement, ai-je demandé. Je pense, a poursuivi Miranda, sa voix adoptant ce ton doux et raisonnable qui m'avait autrefois fait tomber amoureux d'elle et qui me donnait maintenant la chair de poule, que si tu es prêt à t'excuser pour ton comportement et à reconnaître les erreurs que tu as commises. Nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Peut-être pourrais-tu rentrer à la maison, et nous pourrions essayer de reconstruire notre relation sur des bases plus honnêtes. Rentrer à la maison? Comme si elle m'offrait une sorte de cadeau généreux au lieu de me proposer de ramper jusqu'au lieu de mon humiliation et de faire semblant de rien. Et à quoi ressembleraient ces bases honnêtes, ai-je demandé. Léla est intervenue avant que Miranda ne puisse répondre. Ça voudrait dire respecter les limites, ne pas profiter de la gentillesse de maman, et peut-être prendre ton propre appartement par la suite, au lieu de juste supposer que tu as le droit de vivre dans notre maison. Notre maison? Pas la maison que Miranda et moi avions achetée ensemble avec mon argent. Notre maison? Comme si je n'avais été rien de plus qu'un invité de longue durée qui avait abusé de l'hospitalité. J'ai regardé Miranda pour voir si elle allait corriger le petit jeu de pouvoir de sa fille, mais elle est restée là, hochant la tête, comme si Léla avait dit quelque chose de profond au lieu de quelque chose de complètement insensé. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas du tout une mission d'excuse. C'était une négociation menée depuis une position de force supposée. Elle n'était pas là parce que je leur manquais, ou parce qu'elles avaient réalisé qu'elles avaient fait une erreur. Elles étaient là parce que, quelque part au fond de l'esprit de Miranda, une petite voix lui chuchotait que peut-être elle était allée trop loin. Peut-être que jeter son mari d'une voiture et le crier sur tous les toits n'avait pas été son idée la plus brillante. Mais au lieu de l'admettre, au lieu de reconnaître qu'elle avait tout fait foirer, elle essayait de recadrer toute la situation comme si c'était moi qui devais mériter de revenir dans ses bonnes grâces. C'était presque magnifique, d'une manière complètement psychotique. Eh bien, ai-je dit en me levant et en marchant vers le comptoir de la cuisine où j'avais laissé mon café. C'est certainement une offre intéressante. Donc, tu vas y réfléchir, a demandé Miranda, et l'espace d'une seconde, j'ai entrevu de l'incertitude dans ses yeux. Comme si, peut-être, elle n'était pas aussi confiante dans sa position qu'elle ne le prétendait. J'ai pris une longue gorgée de café, savourant l'instant. Car on y était.
Le moment que j'avais planifié pendant 3 semaines. Le moment où je cessais d'être la victime et où je devenais le gars qui contre-attaque. J'ai plongé la main dans l'enveloppe Kraft que j'avais laissée sur le comptoir, et j'en ai sorti une liasse de papier bien ordonnée, reliée par une de ces petites pinces noires que les avocats adorent tant. En fait, ai-je dit, en retournant vers elle et en tendant l'enveloppe à Miranda. J'ai une contre-offre pour toi. Elle a pris l'enveloppe avec ce genre de mouvement prudent qu'ont les gens quand ils ne savent pas si on leur tend un cadeau ou une bombe. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Les papiers du divorce, ai-je dit, et les mots ont glissé sur ma langue avec un goût de liberté. J'ai bien réfléchi. Miranda. J'ai réfléchi à 6 ans de mariage avec quelqu'un qui était prêt à croire le pire à mon sujet sans même me demander ma version des faits. J'ai réfléchi au fait d'être marié à quelqu'un qui pense que la violence physique est une réponse appropriée à un désaccord familial. Et tu sais à quelle conclusion je suis arrivé? Le visage de Miranda était devenu très pâle, et elle fixait les papiers comme s'il risquait de s'enflammer spontanément. J'en ai fini, ai-je dit. J'ai fini d'être ton bouc émissaire bien pratique. J'ai fini de faire semblant que la toxicité de ta fille est quelque chose que je dois tolérer, et j'ai définitivement fini d'être marié à quelqu'un qui pense que s'excuser signifie exiger que je lui fasse des excuses. Le silence dans la pièce était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau et le servir pour le dîner. Chapitre 6, l'explosion de la fille. Vous voyez ce moment dans un film où le méchant réalise enfin que le héros ne va pas se coucher et se laisser mourir? Cette fraction de seconde où sa confiance suffisante se fissure et où l'on peut voir la panique s'insinuer sur les bords? C'est exactement ce qui se passait sur le visage de Miranda alors qu'elle fixait ses papiers de divorce comme s'ils étaient écrits en hiéroglyphes antiques. Mais avant même qu'elle n'ait pu assimiler ce qu'elle tenait entre ses mains, sa fille chérie a décidé de rappeler à tout le monde pourquoi elle était le véritable cerveau derrière tout ce désastre. Qu'est-ce que c'est censé être, bordel, a hurlé Léla, et je dis bien hurler. Le son qui est sorti de sa bouche se situait quelque part entre une alarme incendie et un chat à l'agonie, émis à la fréquence exacte conçue pour briser le verre et les tympans. Elle était restée tapie dans le couloir, parce que, bien sûr qu'elle l'avait fait. À écouter le moindre mot, devenant probablement de plus en plus enragée à chaque seconde en constatant que ces retrouvailles minutieusement orchestrées ne se déroulaient pas comme prévu. Maintenant, elle déferlait dans le salon comme une petite tornade de vêtements de marqués de rage mal placés. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle continué, sa voix grimpant à des niveaux qui faisaient probablement hurler les chiens à 3 pâtés de maison de là. « Tu n'es rien sans elle. Tu n'es absolument rien. » Je devais admirer son dévouement à son propre récit, vraiment. Même face à des documents légaux qui s'apprêtaient à bouleverser son monde, Léla continuait de s'accrocher au même scénario éculé. Le pauvre petit Adrian impuissant, qui vivait de la générosité de maman et qui avait maintenant l'audace de mordre la main qui le nourrissait. Marcus, qui observait tout ce drame se dérouler avec la fascination de quelqu'un regardant un documentaire animalier particulièrement violent, a carrément commencé à sourire. Il n'avait jamais vu Léla perdre son sang-froid auparavant. Bon sang, aucun de nous ne l'avait vu. La fille était d'habitude d'une froideur calculatrice, tout en sourire de façade et larmes stratégiques. Mais apparemment, les papiers du divorce étaient sa kryptonite. Léla, calme-toi, a dit Miranda, bien qu'elle ait eu l'air aussi calme que quelqu'un en train de désamorcer une bombe sur des montagnes russes. Ses mains parfaitement manucurées tremblaient pendant qu'elle feuilletait les papiers, et je pouvais voir son cerveau tourner à plein régime pour essayer de comprendre ce qui venait d'arriver à son plan magistral. Non. Léla a pivoté pour faire face à sa mère, et pour la première fois depuis que je la connaissais, son masque a complètement glissé. Fini le rôle de la douce victime innocente. Fini la fille inquiète qui essayait juste de protéger sa maman. Ce qui se tenait dans mon salon enfin, dans le salon de Marcus était l'incarnation pure et non diluée du sentiment que tout lui était dû, drapé dans une robe de créateur. C'est exactement ce dont je t'avais prévenu, a-t-elle continué, pointant son doigt vers moi comme si j'étais une sorte de maladie exotique. Il essaie de tout prendre. Il essaie de détruire notre famille. Notre famille. La revoilà, cette petite expression possessive qui me rendait fou depuis 6 ans. Pas la famille, ni la famille de ma mère, ni même ma famille, notre famille, comme si elle et Miranda formaient une sorte de club très fermé où je n'avais jamais vraiment été invité à entrer. En fait, ai-je dit en m'adossant à mon fauteuil pour profiter du spectacle, je n'essaie pas de tout prendre. Je prends juste ce qui m'appartient légalement. Il y a une différence. Tu n'as droit à rien, a hurlé Léla, et là, elle s'échauffait sérieusement.
Son visage devenait rouge, sa coiffure impeccable se défaisait, et elle gesticulait dans tous les sens comme si elle dirigeait un orchestre du chaos. Tu l'as épousé pour son argent, et maintenant tu essaies de le voler au tribunal des divorces. C'est là que quelque chose de véritablement merveilleux s'est produit. Miranda, qui était restée assise dans un silence stupéfait pendant que sa fille piquait sa crise, a soudain levé les yeux des papiers avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était ni de la colère, ni de la confusion, ni même de la peur. C'était une prise de conscience. Léla, a-t-elle dit doucement. Arrête. Mais Léla était lancée, maintenant. Trop plongée dans sa propre rage pour remarquer qu'elle creusait sa propre tombe à chaque mot. Il ne t'a jamais aimé, maman. Il attendait juste le bon moment pour toucher le pactole, et maintenant il a trouvé un avocat véreux pour l'aider à voler tout ce pour quoi nous avons travaillé. Nous. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Pourquoi as-tu travaillé, au juste, Léla? Ton plus grand accomplissement de l'année dernière, c'est d'avoir réussi à ce que ta mère te paye ton spring break à Cabo. Je l'ai protégé contre toi, a rétorqué Léla. Et voilà, la vérité, nue, laide absolument accablante. J'ai vu clair dans ton jeu dès le premier jour. Je savais ce que tu étais vraiment. Le silence qui a suivi était si profond qu'on aurait pu entendre une mouche voler dans le comté voisin. Parce que ce que Léla venait d'admettre, dans sa fureur incontrôlée, c'est qu'elle complotait contre moi depuis le tout début. Elle ne protégeait pas sa mère d'une récente trahison. Elle ne réagissait pas à un comportement suspect qu'elle aurait soudainement remarqué. Elle avait activement travaillé à détruire mon mariage depuis le premier jour. Miranda fixait sa fille comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant, et peut-être que c'était le cas, au fond. Peut-être qu'elle avait été tellement aveuglée par l'amour maternel et par le désir de garder sa fille heureuse qu'elle n'avait jamais remarqué quelle petite sociopathe manipulatrice elle avait élevée. Tu as planifié ça, a dit Miranda lentement, et sa voix était si basse qu'elle était à peine audible. Depuis le début. Tu ne lui as jamais laissé sa chance. Bien sûr que je ne lui ai jamais laissé sa chance, a explosé Léla, aller trop loin pour réaliser qu'elle confessait des années de guerre psychologique. Pourquoi je l'aurais fait? C'était juste un mec au hasard qui croyait pouvoir débarquer dans nos vies et tout contrôler. Tu allais très bien avant qu'il n'arrive. Nous allions très bien. Et la voilà, la vraie motivation, exposée dans toute sa splendeur tordue. Il ne s'agissait pas de protéger sa mère, ni d'empêcher un abus financier, ni aucune des nobles raisons qu'elle avait vendues. Il s'agissait d'une gamine gâtée de 20 ans qui ne supportait pas de partager l'attention de maman, et qui avait passé 6 ans à détruire systématiquement toute chance de bonheur que sa mère aurait pu trouver. Marcus fixait ouvertement la scène maintenant, sa tasse de café figée à mi-chemin de sa bouche. Je pense que même lui était impressionné par l'ampleur de la manipulation de Léla et par la manière spectaculaire dont tout s'effondrait. Léla, a dit Miranda, et maintenant sa voix devenait plus forte, plus assurée. Tu m'as menti au sujet de l'argent. Au sujet des vols d'Adriane. Sur tout le reste. Je n'ai pas menti, a insisté Léla, mais sa voix devenait aiguë et désespérée. Je te protégeais. Tu es trop confiante, trop naïve. Tu avais besoin de quelqu'un pour veiller à tes intérêts. En détruisant mon mariage? Ce n'était pas un vrai mariage de toute façon, a répliqué Léla. Et je jure que j'ai vu le moment exact où elle a réalisé qu'elle était allée trop loin. Son visage a blêmi, sa bouche s'est refermée d'un coup sec, et elle a regardé autour de la pièce comme si elle prenait soudainement conscience que tout le monde la fixait avec divers degrés de dégoût. Miranda s'est levée lentement, les papiers du divorce toujours serrés entre ses mains. Et, pour la première fois en 6 ans, elle a regardé sa fille comme elle aurait dû le faire depuis le début, comme quelqu'un qui viendrait de découvrir un serpent dans son lit. Sors, a-t-elle dit doucement. Maman. Sors d'ici, Léla. Tout de suite. Avant que je dise quelque chose qu'on regrettera toutes les deux. Tu n'es pas sérieuse, a dit Léla, mais sa voix avait perdu toute sa fougue. Maintenant, elle ressemblait juste à ce qu'elle était vraiment, une gamine effrayée qui vient de réaliser que son jeu était terminé et qu'elle s'apprêtait à en affronter les conséquences. Je suis tout à fait sérieuse, a déclaré Miranda. L'acier dans sa voix était quelque chose que je n'avais entendu que quelques fois dans notre mariage, généralement quand elle gérait des clients difficiles ou des fournisseurs insistants. Tu as suffisamment détruit de choses. Sors. Léla a regardé la pièce une dernière fois, espérant peut-être que quelqu'un viendrait à son secours ou lui dirait que c'était juste un malentendu. Mais Marcus l'observait avec un mépris ouvert.
Je la regardais avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié si je n'étais pas encore aussi en colère. Et sa mère la regardait avec ce genre de déception qui coupe plus profondément que n'importe quelle insulte. Très bien, a dit Léla en attrapant son sac à main et en se dirigeant vers la porte. Mais ne viens pas pleurer chez moi quand il prendra tout et te laissera sans rien. C'est exactement ce que j'essayais d'éviter. La porte a claqué derrière elle avec assez de force pour faire trembler les vitres, et puis il ne restait plus que moi, Miranda, et les ruines de 6 années de mensonges. Vous savez ce qui est mieux que la vengeance ? Regardez ses ennemis se détruire eux-mêmes pendant que vous restez confortablement assis à manger du pop-corn. Et bon sang, Miranda et Léla ont offert un spectacle qui aurait rendu Shakespeare vert de jalousie. Ça a commencé environ 3 jours après notre première audience au tribunal, quand Marcus est rentré de son jogging matinal avec ce genre de sourire qui signifiait qu'il venait d'assister à quelque chose de spectaculaire. Il m'a trouvé dans la cuisine, en train de trier de nouveaux documents légaux qu'Eleanor m'avait envoyés et des preuves pour le 2e round de notre mise à mort judiciaire. Mon gars, a-t-il dit, encore légèrement essoufflé par sa course de 8 km dans le quartier, tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre provenir de la maison de ta femme. Mon ex-femme, ai-je corrigé machinalement, bien que les papiers n'étaient pas encore finalisés. Peu importe. Le fait est qu'elle se saute à la gorge comme des chats dans un mixeur. Je les entendais hurler à 2 rues de là. C'était une nouvelle intéressante, mais pas totalement surprenante. Voyez-vous, le truc avec les dynamiques familiales toxiques, c'est qu'elles ne fonctionnent que lorsque tout le monde est uni contre un ennemi commun. Retirez cet ennemi, et soudain tout ce poison n'a nulle part d'autre où aller qu'à l'intérieur. Miranda et Léla avaient passé 6 ans à se rapprocher autour de leur mission commune, me garder à ma place. Maintenant que j'étais parti et que je contre-attaquais, elles n'avaient plus rien pour les lier, si ce n'est de se rejeter mutuellement la faute. Sur quoi se disputaient-elles, ai-je demandé, essayant d'avoir l'air détendu alors qu'intérieurement je faisais la danse de la victoire. De ce que j'ai pu comprendre, Léla hurlait que c'était de la faute de Miranda pour avoir été faible et stupide, et Miranda lui répondait en criant que Léla avait ruiné sa vie. Marcus a pris une bouteille d'eau dans le frigo et a secoué la tête. C'était comme écouter un épisode très coûteux de l'émission Jerry Springer. Au cours des jours suivants, les rapports ont continué d'affluer. Car c'est ça le truc quand on vit dans un beau quartier, tout le monde est au courant des affaires de tout le monde, et les ragots voyagent plus vite qu'un feu de forêt en Californie. Janet, notre factrice, a mentionné qu'elle avait dû attendre 5 minutes que les cris se calment avant de pouvoir s'approcher en toute sécurité de la porte de Miranda. Le livreur FedEx a raconté à Marcus qu'il avait carrément fait demi-tour et laissé un colis au dépôt parce que les hurlements provenant de la maison lui faisaient croire que quelqu'un était en train d'être assassiné. Même Madame Patterson, la dame de 70 ans qui vivait à côté de chez Miranda et qui était d'habitude sourde comme un pot, a commencé à se plaindre du bruit. Mais la véritable source de renseignement a été Sarah, l'ancienne meilleure amie de Miranda, du club de lecture. Je suis tombé sur elle au supermarché environ une semaine après l'audience au tribunal. Et laissez-moi vous dire, elle trépignait presque d'impatience à l'idée de partager ces informations. Adriane, m'a-t-elle dit, me coinçant dans le rayon des surgelés comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. J'ai entendu parler du divorce. Comment tiens-tu le coup ? Or, Sarah faisait partie de l'équipe Miranda depuis le premier jour de notre séparation. Elle était l'une des personnes qui commentaient joyeusement les posts de Miranda sur le fait de couper les poids morts et de connaître sa valeur. Mais apparemment, les récents événements l'avaient amenée à reconsidérer ses loyautés. Je vais très bien, Sarah, ai-je répondu, essayant de m'extraire de la conversation avant que ça ne devienne une séance de commérage qui alimenterait la machine à rumeurs du quartier pendant des mois. Eh bien, je veux juste que tu saches que je n'ai jamais cru aux choses que Léla racontait sur toi, a-t-elle dit, ce qui était intéressant vu qu'elle avait publiquement soutenu la version des faits de Miranda 2 semaines plus tôt. J'ai toujours pensé qu'il y avait une autre version de l'histoire. C'est très gentil à toi de dire ça. Et honnêtement, a continué Sarah en baissant la voix comme si nous discutions de secrets d'État, je pense que Miranda commence enfin à voir ce qu'est vraiment Léla. Les choses que cette fille a dites à sa mère. C'est juste affreux. C'était le moment où j'aurais dû m'excuser poliment et m'en aller. Le moment où j'aurais dû me montrer supérieur et refuser de participer au commérage sur mon ex-femme et sa fille toxique. C'est là que j'aurais dû être quelqu'un de meilleur. À la place, je me suis surpris à demander, quel genre de choses ? Les yeux de Sarah se sont illuminés comme au matin de Noël. Eh bien, d'après Lisa, qui le tient de sa fille qui travaille à la boutique,
Léla s'est pointée là-bas la semaine dernière et s'est mise à hurler sur Miranda devant les clients. Elle l'a traitée de vieille femme pathétique, trop stupide pour voir que tu la manipulais depuis le début. Waouh! Même pour Léla, c'était d'une méchanceté impressionnante. Mais voilà le plus fou, a continué Sarah, prenant clairement son pied. Léla a dit à Miranda qu'elle devrait être reconnaissante pour tout ce qu'elle avait fait pour la protéger de toi. Qu'elle a dit que Miranda était faible et naïve, et qu'elle aurait tout perdu si Léla n'était pas intervenue pour la sauver. Je devais au moins lui accorder une certaine cohérence, à défaut de santé mentale. Même face à des preuves accablantes montrant qu'elle avait détruit le mariage de sa mère sans aucune bonne raison, elle persistait et signait avec son complexe de sauveuse. Et qu'a répondu Miranda à ça? De ce qu'a entendu Lisa, Miranda a fini par craquer. Elle s'est mise à crier que Léla lui avait menti. Qu'elle avait ruiné la meilleure relation qu'elle ait jamais eue. Qu'elle l'avait transformée en ce genre de personne qui jette son mari d'une voiture. Sarah a secoué la tête avec émerveillement. Apparemment, elle a viré Léla de la boutique et lui a dit de ne plus jamais revenir. C'était de mieux en mieux. Non seulement elle se battait, mais Miranda commençait enfin à comprendre l'ampleur de ce que sa fille avait fait. C'était comme regarder quelqu'un se réveiller d'un coma de 6 ans et réaliser que toute sa vie avait été un mensonge. Mais Sarah n'en avait pas fini avec son rapport. Et puis, a-t-elle dit en se penchant davantage vers moi, hier, Léla a débarqué chez Miranda avec un mec qu'elle fréquente. Tu sais, ce loser avec la moto qui se prend pour un chanteur de boys band. Bref, elle a exigé que Miranda lui donne de l'argent pour payer la caution d'un appartement. Puisque Miranda avait ruiné sa situation de logement en te choisissant toi plutôt que sa propre fille. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Miranda a dit non. Miranda a dit absolument pas. Et puis Léla s'est mise à hurler que Miranda lui était redevable pour toutes les années qu'elle avait passées à la protéger. Comment elle avait sacrifié son propre bonheur pour t'empêcher de profiter de la gentillesse de Miranda. Sarah savourait visiblement chaque détail. Alors Miranda lui a répondu que la seule personne qui avait profité de qui que ce soit, c'était Léla elle-même. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce que Madame Patterson m'a raconté, Léla a jeté quelque chose, peut-être un vase, et il s'est fracassé contre le mur. Puis elle est sortie en trombe en hurlant que Miranda regretterait d'avoir choisi un voleur menteur à la place de sa propre chair et de son propre sang. J'ai essayé de traiter cette information avec une solennité appropriée, mais à l'intérieur, je faisais des saltos arrière. Parce que c'était exactement ce que j'avais espéré qu'il se produise, mais en mieux. Je m'étais douté que me retirer de l'équation causerait quelques tensions entre Miranda et Léla, mais je n'avais pas osé espérer une implosion aussi spectaculaire. Marcus avait raison, quand il est rentré ce soir-là. Je vivais gratuitement dans leur tête, et elles s'entre-déchiraient pour savoir à qui la faute d'avoir causé ma perte. Le meilleur dans tout ça, a dit Marcus, s'installant dans son fauteuil préféré avec une bière, c'est que tu ne fais absolument rien. Tu es juste assis là, à trier des documents juridiques et à vivre ta vie, pendant qu'elles sont là-bas à mettre le feu à leur propre maison. Il avait raison. Ce n'était pas un plan de vengeance élaboré que j'avais orchestré. C'était simplement la conséquence naturelle du fait que deux personnes toxiques étaient forcées d'affronter la réalité de ce qu'elles avaient fait, sans m'avoir sous la main pour porter le chapeau de tout ce qui n'allait pas dans leur vie. Tu crois que ça va empirer, ai-je demandé. Marcus a ri. Mon frère. Ce n'est que le début. Attends la prochaine audience au tribunal quand cette juge statuera en ta faveur. Attends que Miranda réalise qu'elle est sur le point de perdre la moitié de tout ce qu'elle pensait être à elle. Attends que Léla comprenne que maman ne pourra plus financer son train de vie. Il avait raison, bien sûr. Ce n'était que l'acte d'ouverture. Le vrai feu d'artifice restait à venir. Vous savez ce moment, en boxe, où l'un des combattants place le coup parfait? Pas le plus spectaculaire ou le plus bruyant, mais celui qui règle tout. C'est exactement ce qu'a été la deuxième audience au tribunal. Sauf qu'au lieu de gants de boxe, on utilisait des documents légaux. Et au lieu du décompte jusqu'à 10, nous avions le marteau de la juge Chin. La salle d'audience ressemblait exactement à ce qu'elle était 3 semaines plus tôt, mais l'énergie était complètement différente. Miranda était assise à sa table avec l'air d'avoir pris 5 ans depuis notre dernière comparution. Sa prestance parfaite avait été remplacée par l'épuisement aux yeux cernés de quelqu'un qui avait combattu sur plusieurs fronts et perdu toutes ses batailles. Son avocat, Pemberton, avait l'air encore pire.
Sa confiance arrogante de membre de country club avait été remplacée par l'énergie désespérée d'un homme qui savait qu'il allait voir son dossier se faire démonter pièce par pièce. Il n'arrêtait pas de brasser ses papiers comme s'il allait magiquement y trouver la preuve qui les sauverait. Mais nous connaissions tous la vérité. Ils étaient foutus, et tout le monde dans cette salle d'audience pouvait le sentir. Eleanor, de son côté, avait l'air d'une femme qui avait déjà gagné et qui attendait simplement que tout le monde s'en aperçoive. Elle avait troqué sa mallette habituelle contre ce qui ressemblait à une petite bibliothèque de documents, tous méticuleusement classés et avec un code couleur. Chaque élément de preuve dont nous avions besoin pour détruire les allégations de Miranda était là, à portée de main. Mais la vraie différence, c'était la chaise vide à côté de Miranda. Une fois de plus, Léla était introuvable, ce qui m'en disait long sur l'état de leur relation. La fille qui avait déclenché tout ce désastre en mentant sur mon prétendu vol ne prenait même pas la peine de se présenter pour voir les conséquences de ses actes se dérouler. « Veuillez vous lever pour l'honorable juge Patricia Chin », a annoncé l'huissier, et nous avons accompli le rituel familier de nous lever puis de nous asseoir pendant que la juge Chin s'installait sur son trône de justice. « Il s'agit de la suite de l'audience dans l'affaire Cross contre Cross », a-t-elle dit, en feuilletant ce qui ressemblait à l'intégralité de notre dossier. « Maître Pemberton, j'espère que vous avez eu le temps d'examiner les preuves présentées lors de notre dernière séance. » Pemberton s'est levé tel un homme marchant vers l'échafaud. « Oui, votre honneur. » La défense maintient que le succès commercial de Madame Cross était principalement dû à ses propres efforts et à sa vision, et que les contributions de Monsieur Cross ont été au mieux minimes. La juge Chin l'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture avec l'expression de quelqu'un à qui on viendrait d'expliquer que la gravité est optionnelle. Maître Pemberton, êtes-vous en train de suggérer que les relevés bancaires, les contrats commerciaux et les témoignages sous serment sont tous d'une certaine manière inexacts? Non, votre honneur, mais nous croyons que le contexte de ces contributions a été déformé. Je vois. Et quel serait ce contexte? C'est là que Pemberton a commis son erreur fatale. Au lieu de limiter les dégâts et d'essayer de sauver ce qu'il pouvait pour sa cliente, il a décidé de s'enfoncer dans la bêtise. Votre honneur, bien que Monsieur Cross ait pu faire des contributions financières à l'entreprise, Madame Cross était la force créatrice, le visage public et la principale décisionnaire. Monsieur Cross était essentiellement un partenaire silencieux qui... Objection, a lancé Eleanor, se levant de sa chaise avec la grâce d'un prédateur qui vient de repérer une proie blessée. Votre honneur, Maître Pemberton témoigne au lieu de présenter des preuves. Objection retenue, a dit la juge Chin. Et le regard qu'elle a lancé à Pemberton aurait pu geler l'enfer. Maître Pemberton, avez-vous de nouvelles preuves à présenter, ou allons-nous continuer à inventer des histoires? C'est alors qu'Eleanor s'est levée pour livrer ce qui ne peut être décrit que comme un chef-d'œuvre juridique. Votre honneur, si je puis aborder la question du tribunal concernant le contexte. Elle s'est dirigée vers la table des pièces à conviction et a pris un épais dossier. Le plaignant souhaite présenter des preuves supplémentaires qui, selon nous, fournissent une image complète du rôle de Monsieur Cross dans le succès commercial de la défendresse. La juge Chin lui a fait signe de continuer, et Eleanor a ouvert ce dossier comme si elle révélait les joyaux de la couronne. Ceci, votre honneur, est un audit complet de la boutique de Miranda et depuis sa création jusqu'à ce jour, réalisé par un expert comptable certifié. Elle a remis des copies à la juge et à Pemberton, qui avait l'air sur le point de vomir. Cet audit montre qu'avant l'implication de Monsieur Cross, l'entreprise fonctionnait à perte, à hauteur d'environ 30 000 $ par trimestre. Elle a laissé ce chiffre infuser pendant un instant avant de continuer. Dans les 6 mois qui ont suivi l'investissement et l'implication opérationnelle de Monsieur Cross, l'entreprise a affiché son premier bénéfice. En un an, les bénéfices trimestriels moyens sont passés à 40 000 $. Le bénéfice trimestriel moyen actuel est de 65 000 $. J'ai observé le visage de Miranda pendant cette présentation, et c'était comme regarder quelqu'un réaliser que sa maison avait été construite sur des sables mouvants. Car ce qu'Eleanor exposait n'était pas seulement ma contribution à l'entreprise, c'était la preuve que, sans moi, il n'y aurait tout simplement pas d'entreprise pour laquelle se battre. De plus, a poursuivi Eleanor, cet audit démontre que les stratégies marketing de Monsieur Cross ont directement entraîné une augmentation de 340% de la clientèle. Son système de gestion des stocks a réduit les frais généraux de 35%. Et ses négociations avec les fournisseurs ont amélioré les marges bénéficiaires de 22% en moyenne. Pemberton a tenté de formuler une objection, mais la juge Chin l'a balayé de la main comme on chasse une mouche particulièrement agaçante. Votre honneur, a dit Eleanor,
Les preuves démontrent clairement que M. Cross n'était pas juste un contributeur à cette entreprise. Il a été l'architecte de son succès. Madame Cross a fourni la vision initiale et continue de servir de visage public. Mais M. Cross a transformé cette vision en une entreprise rentable. Puis est venu le moment que j'attendais, la répartition financière. Sur la base de l'investissement initial de M. Cross, de ses contributions continues et de son rôle dans le succès de l'entreprise, le plaignant demande 50% de tous les actifs de l'entreprise, 50% de tous les biens acquis conjointement. Et la reconnaissance de son statut de copropriétaire et non d'employé. Le silence dans cette salle d'audience était si total qu'on aurait pu entendre une souris éternuer. Miranda fixait la table devant elle comme si elle pouvait y trouver les réponses à des questions qu'elle ne savait même pas comment formuler. Pemberton gribouillait frénétiquement des notes qui disaient probablement des trucs du genre « On est foutu et mettre mon CV à jour ». La juge Chin a passé ce qui m'a semblé être une éternité à examiner les documents d'audit, levant parfois les yeux vers Miranda avec une expression qui suggérait qu'elle voyait l'affaire sous un jour complètement nouveau. « Madame Cross », a-t-elle finalement dit. « Contestez-vous l'exactitude de cet audit financier ?» Miranda a levé les yeux comme si quelqu'un venait de la gifler pour la réveiller. Non, votre honneur. Les chiffres semblent être exacts. Et contestez-vous que M. Cross a joué un rôle significatif dans la réussite financière de votre entreprise? Un autre long silence. Un autre moment de lutte interne visible. Non, votre honneur. Et contestez-vous que vous avez physiquement expulsé M. Cross de votre véhicule, et qu'ensuite vous avez posté à ce sujet sur les réseaux sociaux? Cette fois, Miranda n'a même pas hésité. Non, votre honneur. La juge Chin s'est adossée à son fauteuil et a étudié les deux parties comme si elle regardait deux enfants particulièrement décevants qui la forçaient à régler leurs bêtises. Très bien. Sur la base des preuves présentées, des témoignages recueillis et de l'audit financier fourni, ce tribunal estime que M. Cross a démontré une contribution substantielle aux biens matrimoniaux en question. Elle a fait une pause pour feuilleter ses notes. Le tribunal prononce par la présente la dissolution du mariage et accorde à M. Cross 50% de tous les actifs de l'entreprise, 50% de tous les biens acquis conjointement, ainsi que la reconnaissance en tant que copropriétaire de la boutique de Miranda. Le coup de marteau est tombé avec la finalité d'un couvercle de cercueil qui se referme. Je sentais que j'aurais dû célébrer, sauter de joie, peut-être faire une danse de la victoire là, en plein milieu du tribunal. Mais honnêtement, tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. De la fatigue et du soulagement, et peut-être un peu de tristesse que l'on en soit arrivé là. Miranda est restée figée sur sa chaise, le regard dans le vide, pendant que Pemberton ramassait ses papiers avec l'efficacité de quelqu'un qui voulait foutre le camp d'ici le plus vite possible. Dans le public derrière moi, Marcus luttait probablement pour s'empêcher d'applaudir à tout rompre. Mais la véritable victoire n'était pas l'argent, ni la propriété, ni même la reconnaissance. La vraie victoire, c'était de sortir de ce tribunal en homme libre, n'étant plus lié à quelqu'un qui m'avait jeté comme une ordure, pour ensuite s'attendre à ce que je sois reconnaissant de l'expérience. Pendant que nous rangions nos documents, Eleanor s'est penchée et m'a murmuré, « Qu'est-ce que ça fait d'être disculpé ?» Comme une justice, ai-je dit. On a le sentiment que justice est rendue. À l'extérieur du palais de justice, Miranda nous a rattrapés pendant que nous marchions vers la voiture d'Eleanor. Elle semblait rapetisser d'une certaine façon, diminuer, comme si on l'avait vidée de tout son air. « Adriane » a-t-elle appelé. Et je me suis retourné pour faire face à la femme qui avait été mon épouse pendant 6 ans et mon adversaire pendant les 2 derniers mois. « Quoi, Miranda ? Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Pour la voiture, pour avoir cru Léla, pour tout ça. Trop peu, trop tard. Mais j'appréciais le geste. Je sais, ai-je dit. Mais désolé et ne répare pas ça. Désolé et ne me rends pas 6 ans de mariage avec quelqu'un qui était prêt à croire le pire à mon sujet sans même me demander ma version des faits. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, bien que je doutais que ce soit vraiment le cas. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté. Je crois que je commence enfin à voir qui est vraiment Léla. Ce qu'elle nous a fait à tous les deux. Tant mieux, ai-je dit. Peut-être que la prochaine fois tu y réfléchiras à 2 fois avant de laisser une fille de 20 ans diriger ta vie. Et sur ce, j'ai tourné le dos à Miranda Cross pour la toute dernière fois. Vous savez ce qu'on ne vous dit pas quand on gagne. Parfois, ça ressemble exactement au fait de perdre, sauf qu'on a de meilleurs papiers et un compte en banque plus rempli.
3 mois après que le marteau de la juge Chin eut officiellement mis fin à mon mariage et lancé ma nouvelle vie, j'étais debout sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant une ville qui semblait soudain pleine de possibilités au lieu de problèmes. L'appartement était à l'opposé de la maison que je partageais avec Miranda. Pas de plan de travail en marbre ni de robinetterie de créateur. Pas de dressing assez grand pour loger une petite famille. Juste des lignes épurées, plein de fenêtres, et ce genre d'esthétique minimaliste qui crie célibataire qui a remis de l'ordre dans sa vie. C'était exactement ce dont j'avais besoin, un nouveau départ qui ne venait pas avec 6 ans de bagages émotionnels incrustés dans les murs. Marcus m'avait aidé à emménager, naturellement. Le gars était devenu mon coach de vie officieux, mon conseiller conjugal, et ma dose de réalité, le tout en une seule personne. Il avait jeté un coup d'œil à mon nouvel endroit et avait hoché la tête d'un air approbateur. Ça, avait-il dit en décapsulant une bière et en s'installant dans mon nouveau canapé en cuir, c'est à ça que ressemble la victoire. Il n'avait pas tort. Le règlement du divorce avait été encore meilleur que ce qu'Eleanor avait prédit, 50% des actifs de l'entreprise, 50% des revenus de la maison quand Miranda avait été forcée de la vendre, et une belle part du portefeuille d'investissement que nous avions constitué ensemble. Il s'avère que lorsque vous contribuez réellement à un mariage au lieu de simplement prendre de la place, les tribunaux ont tendance à le remarquer. Mais la vraie satisfaction est venue des nouvelles régulières que je continuais de recevoir sur l'implosion continue de Miranda et Leila. Parce qu'apparemment, quand on supprime l'ennemi commun qui maintenait soudée une dynamique familiale toxique, les choses deviennent très laides très vite. Sarah, du club de lecture, était devenue ma source de renseignements non officiels, bien que je soupçonne qu'elle tirait autant de divertissement des ragots que moi. Elle était passée la semaine précédente avec des mises à jour qui valaient mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité. Alors écoute ça, m'avait-elle dit en s'installant dans ma cuisine avec un café et les derniers drames du quartier. Miranda a dû mettre la maison sur le marché le mois dernier. Ce n'était pas une nouvelle pour moi, j'avais suivi la vente dans le cadre de l'accord de séparation. Mais Sarah avait des détails qui allaient au-delà de la paperasse légale. Apparemment, Leila s'est pointée la veille de la prise des photos de l'agence immobilière et a piqué une crise monumentale. Elle a commencé à hurler que c'était sa maison d'enfance, et que Miranda n'avait pas le droit de la vendre juste pour payer le prix du sang à Adrian. Le prix du sang ? Je devais saluer le dévouement de Leila à faire de moi le méchant de son histoire, même face à des preuves accablantes montrant qu'elle avait détruit la vie de sa mère sans raison. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Miranda a fini par se trouver une colonne vertébrale et lui a dit que, si elle voulait garder la maison, elle était la bienvenue pour sortir un demi-million de dollars afin de racheter ta part. Leila a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait entendue de toute l'année. Leila a dit à Miranda de prendre une deuxième hypothèque, et Miranda lui a répondu que son crédit était déjà au maximum. À force d'essayer de maintenir l'entreprise à flot pendant la procédure de divorce. C'était une nouvelle intéressante. Je m'étais demandé comment Miranda gérait la pression financière de la perte de la moitié de ses actifs tout en essayant de maintenir son train de vie. Apparemment, pas très bien. Mais voilà le meilleur, a continué Sarah. Leila a exigé que Miranda lui donne de l'argent pour qu'elle s'installe dans son propre appartement, puisqu'on la chassait de la maison familiale. Quand Miranda a dit qu'elle n'en avait pas les moyens, Leila l'a accusée de t'avoir choisi, toi, plutôt que sa propre fille. Et Miranda lui a répondu qu'elle t'avait déjà choisi plutôt que sa fille il y a 6 ans, en t'épousant, et que la seule raison pour laquelle ce choix avait été une erreur, c'est parce que Leila avait passé 6 ans à le saboter systématiquement. Je devais accorder à Miranda le mérite d'avoir enfin relié les points, même si c'était avec environ 3 mois de retard pour sauver notre mariage. Les nouvelles de l'entreprise étaient encore meilleures. Selon les contacts d'Eleanor dans la communauté financière, la boutique de Miranda battait de l'aile sans mon expertise opérationnelle. Les stocks s'accumulaient, les plaintes des clients se multipliaient, et le budget marketing était gaspillé dans des campagnes tape à accent grave-l'œil qui avaient de l'allure mais qui ne généraient aucune vente. Elle apprend à la dure que gérer une entreprise implique plus que d'être simplement le joli visage sur les publicités, m'avait dit Eleanor lors de notre dernière réunion. Ton ex-femme est en train de découvrir que tous ces systèmes que tu avais mis en place n'étaient pas juste des suggestions. C'était la fondation qui permettait à tout de tourner sans accroc. L'ironie était délicieuse. Miranda avait passé des années à s'attribuer le mérite du succès de l'entreprise tout en minimisant mes contributions. Maintenant, elle découvrait exactement à quel point elle avait pris mes efforts pour acquis. Mais la nouvelle qui a vraiment refait ma journée est venue de Marcus, qui était tombé sur Leila dans un café du centre-ville.
Elle travaillait apparemment comme barista depuis un mois, ce qui était probablement le premier vrai emploi qu'elle ait jamais eu de sa vie. Elle avait l'air dévastée, m'a rapporté Marcus avec une satisfaction évidente. Les cheveux en chignon désordonnés, des taches de café sur son uniforme, et ce regard vide typique de quelqu'un qui a dû supporter des clients arrogants toute la journée. Est-ce qu'elle t'a vu? Oh ouais. On s'est regardé dans les yeux et tout. J'ai commandé un grand café, très chaud, et je lui ai dit de passer une merveilleuse journée. Marcus souriait comme un homme qui venait de gagner au loto. Elle avait l'air d'avoir envie de cracher dans mon gobelet. Mais apparemment, même elle n'est pas assez stupide pour embêter les clients quand elle a besoin de ce travail. L'image mentale de la princesse Leila prenant des commandes de parfaits inconnus et nettoyant du lait renversé était presque trop parfaite pour être vraie. La justice avait un sens de l'humour, après tout. Mais le vrai moment de clôture est survenu 2 semaines plus tard, alors que je sortais de mon nouveau bureau. Et oui, j'avais lancé ma propre entreprise de conseil, car apparemment, se faire arnaquer par sa femme est une excellente motivation pour devenir indépendant sur le plan professionnel. Je marchais vers ma voiture quand j'ai entendu une voix familière appeler mon nom. Je me suis retourné, et Leila était là, ne ressemblant en rien à la jeune femme pleine d'assurance qui avait détruit mon mariage 4 mois plus tôt. Elle était plus mince, l'air fatigué, et portait des vêtements qui semblaient vraiment provenir d'un magasin normal au lieu de la boutique de sa mère. « Adriane » a-t-elle dit, et sa voix n'avait rien de son mordant habituel. « On peut parler ?» Je n'arrive pas à imaginer ce dont on aurait à parler, ai-je dit. Car honnêtement, je ne voyais pas. La fille m'avait fait clairement comprendre que j'étais l'ennemi depuis le premier jour. De quoi pouvait-elle bien vouloir discuter maintenant? Je voulais juste m'excuser pour ce que j'ai dit sur toi. Pour ce que je vous ai fait à toi et à maman. C'était inattendu. Leila admettant qu'elle avait tort, c'était comme assister à une éclipse solaire, rare, mémorable, et probablement le signe que quelque chose de fondamental avait changé dans l'univers. D'accord, ai-je dit. J'écoute. J'étais jalouse, a-t-elle dit, et les mots sont sortis comme s'il lui était physiquement douloureux de les prononcer. Maman était tellement heureuse avec toi, et j'avais l'impression de la perdre. Alors, je me suis convaincu que c'était toi le problème, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me débarrasser de toi. Y comprit mentir sur le fait que je la volais. Y comprit ça. Leila a baissé les yeux vers ses mains comme si elle contenait les secrets de l'univers. Je me disais que je la protégeais, mais en réalité, j'étais juste égoïste. Je la voulais toute à moi. C'était la première chose honnête que j'entendais sortir de sa bouche, et ça arrivait avec environ 4 mois de retard pour avoir la moindre importance. Eh bien, ai-je dit. Tu as obtenu ce que tu voulais. Tu l'as tout à toi maintenant. Non, ce n'est pas le cas. La voix de Leila n'était qu'un murmure. Elle ne veut même plus me parler. Elle m'accuse d'avoir ruiné son mariage, d'avoir détruit son entreprise, de tout ce qui a mal tourné dans sa vie. Et la voilà, la dernière pièce de cette justice poétique. Leila avait obtenu exactement ce qu'elle pensait vouloir, pour finalement découvrir que détruire le bonheur des autres ne rend pas heureux soi-même. Ça fait juste de vous le genre de personne qui détruit le bonheur des autres. Je suis désolé que ce soit arrivé, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Pas parce que j'avais de la peine pour Leila. Elle avait fait son lit, et maintenant elle devait s'y coucher. Mais parce que toute cette situation était un gâchis énorme. 6 ans de mariage, un partenariat commercial réussi et une dynamique familiale qui aurait pu fonctionner si tout le monde avait simplement été honnête sur ce qu'il voulait. Est-ce que tu penses? Leila a commencé, puis s'est arrêtée. Laisse tomber. Quoi? Est-ce que tu penses que tu pourras un jour me pardonner pour ce que j'ai fait? J'y ai réfléchi pendant un long moment. Le pardon est une chose délicate. Il ne s'agit pas de prétendre que quelqu'un ne vous a pas blessé, et il ne s'agit pas de le libérer des conséquences de ses actes. Il s'agit de choisir de ne plus porter son poison à l'intérieur de soi. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Mais ça ne veut pas dire que j'ai confiance en toi, et ça ne veut pas dire que je te veux dans ma vie. Certaines choses se brisent de telle sorte qu'on ne peut plus les réparer. Leila a hoché la tête comme si elle comprenait, même si je soupçonnais qu'elle espérait une réponse différente. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, tu étais bon pour elle. Pour maman. Elle était plus heureuse avec toi que je ne l'avais jamais vue. Je sais, ai-je dit. C'est ça qui rend toute cette histoire si inutile. Et sur ce,
j'ai tourné le dos à Léla Cross pour la toute dernière fois. Cette nuit-là, je me tenais sur mon balcon avec un verre de vin, regardant les lumières de la ville et repensant aux secondes chances. Pas le genre de chance où l'on retourne en arrière pour essayer de réparer ce qui est cassé, mais celle où l'on prend ce qu'on a appris pour construire quelque chose de meilleur. J'avais obtenu ma vengeance, c'est sûr. Pas en hurlant, en complotant ou en essayant de blesser Miranda et Léla comme elle m'avait blessé. J'avais obtenu ma vengeance en refusant de laisser leur toxicité définir mon avenir. J'avais obtenu ma vengeance en me construisant une vie qui était bien meilleure que tout ce que j'aurais pu avoir avec elle. Et ça, je l'ai réalisé, c'était la plus douce des vengeances.